La vie est apparue sur la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Elle a atteint depuis lors une perfection et une beauté étonnantes. Une merveilleuse planète pleine de diversité et de vie, dont le plus grand miracle est bien celui de l'amour. C'est souvent ainsi que cela commence. Deux personnes décident de partager leur vie dans l'espoir de construire une famille. Et l'une des plus belles aventures de l'existence, c'est bien quand deux personnes deviennent trois. Depuis des millions d'années, les gènes humains sont transmis d'une génération à l'autre. Chez l'homme, le transport de ces gènes est assuré par les spermatozoïdes. Il s'en crée 100 millions par jour, un nombre incroyable qui correspond à 1000 nouveaux spermatozoïdes par seconde. Et ce qui est fantastique, c'est que chacun possède un code génétique différent. Cette énorme production s'effectue dans les deux unités de fabrication du sperme chez l'homme, les testicules. Ils sont constitués de nombreux tubes hélicoïdaux minuscules. La longueur totale de ces tubes peut atteindre 800 mètres dans chacun des testicules. Et un spermatozoïde met 10 semaines à se développer. Voici l'intérieur de l'un de ces tubes, dans lequel se trouve la chaîne de montage des spermatozoïdes. Les cellules souches sont accrochées le long des parois des tubes. Puis elles se divisent et se déplacent vers le centre du conduit pour entamer leur période de maturation. Au fil des semaines, ces cellules développent une tête, un col et une queue appelée flagelle. Une fois constitué, le spermatozoïde est alors devenu un messager qui doit livrer un colis très spécial renfermant les gènes de l'homme. Pour réussir, le spermatozoïde, qui contient une moitié des chromosomes, doit toutefois d'abord rencontrer l'ovule de la femme qui renferme l'autre moitié et s'unir avec lui. Mais l'espérance de vie d'un spermatozoïde n'est cependant que de 5 jours au maximum. Le corps d'une femme a une approche un peu différente pour transmettre ses gènes. Le mécanisme de reproduction féminin est en effet consacré à la qualité plutôt qu'à la quantité. Au moment de sa naissance, les 2 ovaires d'une femme contiennent 1 million d'ovules immatures, dont 400 000 seulement existeront encore au moment de la puberté. Mais de ce nombre, un seul œuf parviendra chaque mois à maturation au cours de sa période de fertilité, c'est-à-dire environ 400 au cours de la vie d'une femme. On voit ici l'ovaire à gauche, avec les franges des trompes de Fallope à droite. Lorsqu'il est prêt, le follicule se déplace vers le bord de l'ovaire, où il va se remplir de liquide, la pression augmente, et c'est la rupture. Entouré d'une énorme quantité de cellules produisant des hormones, l'ovule est alors expulsé de l'ovaire. Un drame tranquille de la nature, mais beaucoup de femmes perçoivent le moment exact où se produit l'ovulation. Des milliers de cellules nutritives accompagnent l'ovule pour lui fournir de la nourriture pendant les quelques jours de sa vie. L'ovule, qui se trouve ici en bas à gauche, n'est pas plus gros que la pointe d'une aiguille. Les franges très souples des trompes de Fallope
tente de capturer l'ovule. Et celui-ci disparaît alors dans la trompe en compagnie des cellules nutritives pour entamer son voyage vers l'utérus. C'est le début d'un périple fantastique que nous suivons ici dans la trompe de Fallope, dont l'apogée sera la rencontre de l'ovule avec les spermatozoïdes. En réalité, le voyage dure un peu plus de 4 jours, même si les trompes ne mesurent que 15 cm. Dans un mouvement synchronisé, des millions de minuscules cellules ciliées font avancer l'ovule. Un ovule minuscule qui contient pourtant tout ce qu'il faut pour créer une nouvelle vie. Tout, sauf ce que va lui apporter le sperme, ce colis contenant le patrimoine génétique de l'homme et son ADN. Mais le temps presse, l'œuf doit être fertilisé moins de 24 heures après l'ovulation, sinon il va mourir. La reproduction sexuelle est un combat contre la pression du temps, et c'est une affaire compliquée et risquée. Alors pourquoi se donner tant de mal? D'abord, vous devez trouver quelqu'un que vous aimez bien et qui vous aime bien. Et même si vous découvrez la perle, vous ne pourrez transmettre à vos enfants que la moitié de vos gènes. Les toutes premières formes de vie, comme ces bactéries, ne se donnaient pas tant de mal. Elles se reproduisaient sans sexe, tout simplement en se clonant. Et même ces organismes aquatiques primitifs font des copies conformes d'eux-mêmes. Voilà le processus de la division. Une cellule se scinde en 2 parties et chacune comporte ensuite exactement le même patrimoine génétique. En fait, nous ne savons pas comment l'évolution a créé les sexes, mais nous savons pourquoi. La reproduction sexuelle assure les diversités indispensables dans les espèces et un taux de survie correct. Voilà pourquoi elle s'est tellement propagée. La reproduction sexuelle semble exiger l'observation de rites dont les variations sont infinies. Chaque espèce a en effet sa propre méthode. Les animaux, aussi bien que les humains. Le flirt est un stratagème très ancien en matière de reproduction. Et les regards, tout comme les sourires, tiennent une place importante dans le rituel des humains. Et comme on dit, il faut que le courant passe pour que ça marche. On sait que dans la nature, les mécanismes de reproduction sont influencés par les odeurs, provoquées par des molécules chimiques que l'on voit ici agrandies 2 millions de fois grâce à un microscope électronique. Ces molécules chimiques s'appellent des phéromones. Certains scientifiques pensent d'ailleurs qu'elles ont aussi une influence sur la sexualité des humains. Il existe en effet un organe sensitif particulier qui enregistre les signaux de la phéromone et les transmet au cerveau. Il se trouve au fond du nez. Il a une forme arrondie, comme on le voit ici, au milieu de l'image. Toucher et reconnaître l'odeur de l'être que l'on aime est souvent une expérience chaleureuse. Le corps du bien-aimé ruisselle littéralement de produits chimiques, dont certains ressemblent fortement à des amphétamines et créent ainsi une excitation naturelle. La caméra thermique enregistre l'élévation de la température du corps et l'excitation sexuelle a un effet puissant sur toutes les fonctions et les sens du corps humain.
Une caméra thermique observe ici comment les parties froides, en bleu, virent au vert pour devenir ensuite très rouges quand le sang afflue dans les tissus spongieux du pénis. Des substances spéciales indiquent en effet aux vaisseaux sanguins qu'ils doivent se détendre et laisser passer le sang. Dans les testicules, la température, ici en bleu, est toujours inférieure de quelques degrés à celle du reste du corps. Et c'est ici que des millions de spermatozoïdes se préparent à leur long voyage. À un signal donné par le système nerveux, une série de contractions musculaires va éjecter l'immense armada. Le sperme commence par emprunter le canal déférent, un conduit d'environ 40 cm formant une boucle à l'intérieur du corps. L'éjaculation est ensuite le résultat d'une succession de phénomènes physiques et psychologiques très compliqués qui exigent la coopération de plusieurs glandes dans un ordre précis et à un moment très précis. Nous sommes maintenant dans l'urètre, le tunnel par lequel l'armada va passer, juste avant que 500 millions de spermatozoïdes arrivent dans le vagin de la femme. Et c'est alors le début d'une lutte fantastique pour la survie et le succès. Car pour protéger la femme des infections extérieures, le vagin contient une matière acide qui est aussi meurtrière pour les spermatozoïdes, à tel point que 20% d'entre eux vont périr presque instantanément. Beaucoup sont déformés, d'autres ont 2 flagelles. On estime qu'environ 40% des spermatozoïdes d'un homme en bonne santé ne pourront pas accomplir leur mission. Mais ceux qui sont robustes progressent et il n'y a qu'une seule issue qui passe par le col de l'utérus. Mais celui-ci est en général obstrué par des mucosités qui interdisent aux bactéries et donc aussi aux spermatozoïdes d'aller plus loin. Or, ces mucosités ne se rétractent que quelques jours par mois pour former des canaux très fins. Alors, si c'est le bon moment, les spermatozoïdes trouveront le chemin de l'utérus et se rapprocheront de leur destination finale, l'ovule, qui se trouve à 15 cm dans les trompes de Fallope. Mais c'est une énorme distance pour ces minuscules spermatozoïdes mesurant 6/100 de millimètre. Et seuls quelques milliers d'entre eux parviendront à l'utérus après avoir effectué 1000 mouvements ondulatoires avec leurs flagelles pour parcourir 1 seul centimètre. Ce sont toutefois d'excellents nageurs, et le groupe de tête atteindra les trompes de Fallope en moins de 30 minutes. Une fois à l'intérieur, le voyage devient encore plus difficile. Les spermatozoïdes doivent maintenant nager contre le courant provoqué par les franges qui tentent de faire avancer l'ovule. Et si une ovulation ne s'est pas produite récemment, c'est ici qu'ils devront attendre le passage d'un œuf. Mais leur espérance de vie n'est que de 5 jours. Leur maturation s'est en effet poursuivie tout au long du voyage et ils sont maintenant prêts pour la conception. Même si la synchronisation est parfaite, il n'existe cependant aucune garantie que la conception aura lieu. Parmi les millions de spermatozoïdes qui ont entamé ce voyage, seules quelques centaines vont atteindre l'œuf. Et le processus de sélection continue alors qu'ils nagent près de celui-ci. Les cellules nutritives forment une sorte de couronne autour de l'œuf que les spermatozoïdes vont devoir percer s'ils veulent aller plus loin. Certains restent bloqués contre l'œuf, qui est 85 000 fois plus grand qu'eux. Mais d'autres coopèrent avec énergie pour dissoudre les cellules à l'aide des enzymes spéciales qu'ils ont dans leur tête. Et quelques-uns seulement parmi les plus dynamiques parviendront enfin à destination, après un total de plus de 20 000 mouvements ondulatoires. Mais il reste encore un obstacle. La surface extérieure de l'œuf est dure,
Mais bien heureusement, elle sait reconnaître un spermatozoïde. Alors les protéines de l'œuf s'unissent avec celles du nouvel arrivant. La tête du spermatozoïde va maintenant subir une transformation radicale. Son capuchon commence à se briser et le spermatozoïde se fraye un chemin pour surmonter l'ultime obstacle important. Voilà le vainqueur terminant son parcours. Unique champion parmi 500 millions de spermatozoïdes. Immédiatement, une réaction chimique modifie la surface de l'ovule et ferme l'accès derrière le spermatozoïde. Car si un second parvenait à entrer, il y aurait alors trop de chromosomes dans la cellule et ce serait un désastre. Une fois que le spermatozoïde est dans l'œuf, son flagelle ne lui sert plus à rien et il se sépare alors de la tête, dont le précieux contenu est maintenant apparent. Voilà, le voyage est terminé. Et le vainqueur peut enfin livrer son bagage génétique. Chaque spermatozoïde possède 23 chromosomes qui contiennent la moitié de l'ADN nécessaire pour créer et développer un être humain. Et à l'intérieur de chaque chromosome se trouvent les grappes de gènes contenant la moitié de l'ADN du père, dont on voit ici les filaments qui sont agrandis quelques centaines de milliers de fois. Voilà le moment qu'attendait l'ovule. Il devient subitement actif, mais contrairement au spermatozoïde, n'est pas encore tout à fait prêt pour la conception. Elle n'aura lieu que lorsque le spermatozoïde aura atteint sa destination et libéré la moitié de son bagage génétique dans ce que l'on appelle le corps polaire, que l'on voit ici au bord de l'ovule. On distingue maintenant deux petits points avec des gènes. L'un appartient au père et l'autre à la mère. Ils se rapprochent très lentement l'un de l'autre. Leur union est un processus extrêmement délicat. À la plus petite erreur, l'embryon pourrait mourir ou développer un fœtus déformé. En fait, près de la moitié des conceptions échouent. Mais nous assistons ici à l'aboutissement d'une union parfaite. C'est à la reproduction sexuelle que l'on doit la grande variété des êtres humains. Nous appartenons tous à la même espèce, mais chacun de nous est unique, après avoir reçu ses caractéristiques au moment de la conception. Il a le nez de sa mère et la couleur des cheveux, qu'elle a elle-même hérité de son père. Chacun de nous possède une série de gènes totalement uniques. Il existe quand même quelques exceptions, comme les vrais jumeaux par exemple, qui ont un ADN identique, la copie de leur visage et de leur corps ayant été formée plus tard. Un processus de développement qui a débuté lors de la conception.